Je m'appelle Guillaume Ebelman, je suis investisseur immobilier professionnel et au fil des années, j'ai dépensé des centaines de milliers d'euros en rénovation énergétique pour faire passer des logements de G jusqu'à B. J'ai évidemment appris énormément de choses de toutes ces expériences et des choses parfois assez croustillantes, des bons et des mauvais choix. Et ce que je vous propose, c'est une série de vidéos, dont celle-ci fait partie, dans lequel je décortique chacun des aspects du DPE pour en présenter les éléments sur lesquels vous avez la capacité d'avoir un impact fort en dépensant le moins possible. Mon objectif avec chacune de ces vidéos, c'est vraiment ça, c'est de vous donner les clés de compréhension sur qu'est-ce qui joue sur le DPE et qu'est-ce qui a un impact minimal pour que vous puissiez faire les investissements les plus pertinents et éviter de perdre énormément d'argent pour rien, comme ça a pu m'arriver à moi et à mes collègues parfois parce qu'on méconnaissait les rouages qui se cachaient derrière le calcul du DPE. Dans notre recherche d'optimisation du DPE, nous allons maintenant parler d'un sujet sur lequel le gain est assez important en termes de classification de l'être par rapport à un investissement qui est finalement assez simple et pas très coûteux. Nous allons maintenant parler de l'eau chaude sanitaire. Donc l'ECS, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on va retrouver, c'est l'eau tout simplement dans la cuisine, dans la salle de bain, sous la douche, voilà, c'est toute cette eau qui est chauffée. Et pour le coup, on comprend pourquoi le DPE y met un point d'attention particulier. C'est parce qu'en fait, les technologies et les tailles d'équipement vont avoir un impact assez important sur la consommation énergétique du logement. C'est vraiment quelque chose qui peut être extrêmement significatif. Je vous donnerai des exemples de calcul et des retours d'expérience, toujours, comme dans tous les autres sujets. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau chaude sanitaire, on a deux modes de fonctionnement. Il y a ce qu'on appelle les chauffe-eau instantanés et les chauffe-eau par accumulation. La différence entre les deux, c'est que le chauffe-eau par accumulation, en gros, il va maintenir un gros volume d'eau, toujours à température. Donc ça veut dire qu'il faut le chauffer en permanence 24 heures sur 24. Alors on peut jouer avec les heures creuses et les heures pleines, mais globalement, c'est ça l'idée. L'eau chaude instantanée, c'est un système qui va produire de l'eau chaude à la demande. Alors souvent, il est mixte avec une petite poche d'eau qui est toujours chauffée, peut-être une petite réserve de 20 litres par exemple, et le reste en fait est consommé. L'intérêt c'est quoi? C'est que si maintenant vous êtes sous la douche, vous n'avez pas envie d'attendre 5 minutes que l'eau chaude arrive. Donc d'abord, le chauffe-eau va vous servir la partie d'eau qui a été maintenue en chauffe, et après, pendant qu'elle est en train de faire ça, elle va commencer à chauffer des plus gros volumes. Mais donc ça veut dire que les chauffe-eau instantanés vont vraiment consommer beaucoup moins d'énergie parce qu'ils vont maintenir en chauffe, par exemple, 20 litres, au lieu de maintenir en chauffe, par exemple, 200 litres. Donc vous imaginez la puissance de chauffe qui est nécessaire est complètement différente. Et donc là, ce que va chercher à savoir le diagnostiqueur, c'est comment vous produisez votre eau chaude sanitaire. Bien sûr, dans tous les DPE, vous allez voir qu'il faut installer un chauffe-eau thermodynamique. Le chauffe-eau thermodynamique, c'est une technologie récente qui va au maximum de ce qu'on est capable de faire en termes d'économie d'énergie ou disons de conversion entre l'électricité consommée et la quantité d'eau chaude servie. Donc tout ça c'est très bien, sauf que un chauffe-eau thermodynamique, dans l'extrême majorité des cas, il va falloir soit le joindre à une pompe à chaleur, soit il va falloir un extracteur avec un bloc extérieur. Donc en gros, on a un appareil à l'intérieur du logement et on a, comme pour les pompes à chaleur, un dispositif, un bloc extérieur qui ventile et qui va faire échangeur thermique. Donc bon, oui, c'est efficace. Par contre, en termes d'installation, c'est pas neutre. Vous serez vite sur des enveloppes, alors là, au milieu 2025, chauffe-eau thermodynamique, vite entre enfin, en tout cas, vous êtes sur pas mal de milliers d'euros, hein. Vous serez vite à 5 000 euros, voire plus, hein, pour un équipement comme ça. Ce sera difficile de descendre en dessous. Donc, bon. Et puis surtout, il faut un bloc extérieur. Donc, est-ce que vous avez le droit de poser le bloc? Parce que si vous êtes en appartement, vous oubliez. Si vous êtes en logement, il ne faut pas que ce soit contre le mur du voisin, hein, parce que ce bloc-là, il va faire du bruit. Il faut que vous puissiez carotter le mur, parce que carotter un mur, si vous avez de la brique de 40 cm, c'est bien. Si vous avez un mur en pierre d'1 mètre, ce ne sera pas le même sport, hein.
s'il faut faire un trou pour faire passer un extracteur. Parce que bien sûr, il y aura du condensat, il y aura, voilà, il va falloir faire sortir, un peu comme une chaudière gaz, en fait, il faudra faire sortir tout ça. Bref, c'est un peu compliqué. Alors, il y a des technologies qui sont complètement autonomes à l'intérieur et vous pouvez poser des blocs dans une cave fraîche, par exemple. Bon, toujours est-il que l'installation est quand même relativement coûteuse. Voilà, c'est ce qui est préconisé dans les DPE, mais c'est un exemple concret, je pense, de lobby, comme la pompe à chaleur, dont on parlera juste après sur le chauffage, qui est peut-être intéressant dans certains cas, notamment dans le cadre d'une installation générale neuve. Par contre, dans le cadre d'une rénovation ou juste d'une amélioration de DPE, juste il ne faut pas le faire. Surtout que ça ne va pas vous permettre d'améliorer, vous n'allez pas gagner une lettre avec ça, hein. Si maintenant vous avez un, un chauffe-eau qui est complètement inadapté, vous aurez un gain qui ne sera pas tellement différent, simplement en mettant un chauffe-eau plus moderne et plus adapté à la consommation du foyer, versus le fait d'installer un thermodynamique. Le différentiel n'est pas considérable, par contre le coût et la difficulté d'installation n'ont absolument rien à voir. On va rentrer un petit peu dans le concret. Aujourd'hui, l'ADEME considère qu'il faut, c'est le chiffre, hein, 40 litres d'eau par jour, par adulte, chauffé à 40 degrés en consommation. Alors après, on peut discuter de ça, il y a des gens qui consomment plus, il y a des gens qui consomment moins. Voilà, c'est les préconisations. Je ne sais pas sur quelle base ils ont été faites, en tout cas, elles sont là. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous avez un chauffe-eau, vous allez chauffer l'eau à minimum 55 degrés à l'intérieur. Souvent même jusqu'à 65. Pourquoi 55 degrés? Parce qu'en dessous de 55 degrés, vous avez des risques de légionellose, donc des organismes, hein, qui vont se multiplier à l'intérieur de l'eau, et ça, c'est pas bon, hein, parce que si vous retrouvez ça après quand vous rincez votre salade, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc souvent, donc, on va maintenir au moins 55 degrés. Souvent, les gens montent jusqu'à 65, et donc vous avez besoin de 40 degrés à la fin. Donc en fait, on va appliquer des espèces de coefficients, ça s'appelle le V40, bon bref, et donc on va considérer généralement qu'il y a un coefficient de 1,75. Donc en gros, si vous avez un ballon d'eau chaude de 200 litres, en vrai, il sera en capacité de produire 350 litres d'eau à 40 degrés. Parce que il va produire 200 litres à 60-65 degrés, qui vont être mélangés avec de l'eau à température ambiante, entre guillemets, enfin température de canalisation, et donc pour arriver à 40 degrés à la fin, en mitigeant donc l'eau chaude et l'eau froide ensemble pour arriver à la température souhaitée. Donc 40 degrés, c'est quand même déjà beaucoup, hein. 40 degrés, sous la douche, en général, on est plus entre 30, aux alentours de 35-36, et encore, hein, parfois même 33. Et sur l'eau que vous allez utiliser en cuisine, vous serez plus aussi autour de 30-35 degrés, hein. Le 40 degrés, ça commence déjà à être élevé. Bref, tout ça pour dire que donc, dans le DPE, ils vont regarder donc, quel est le mode de chauffe. Alors évidemment, si vous avez chauffe-eau thermodynamique, c'est formidable. Par contre, sinon, en fait, ils vont regarder est-ce que c'est accumulation ou instantané. Donc si c'est accumulation, vous allez sanctionner. Parce qu'ils vont considérer que comme il faut qu'il tourne en permanence, il va consommer sur la durée, sur l'année, beaucoup plus d'énergie que le chauffe-eau instantané. Et c'est vrai. C'est complètement vrai. Sur un vraiment, c'est des choses que moi j'ai pu observer en termes de consommation, hein, donc sur un certain nombre de logements où il y avait les deux technologies qui étaient installées. En termes de consommation électrique, hein, j'entends, ça peut aller assez loin, hein, vraiment, même pour un chauffe-eau qui n'est pas très grand, même pour un 100 litres, en accumulation à l'année, ça peut représenter quelque chose de significatif sur la facture, mais vraiment de visible sur la facture, versus quelque chose plutôt instantané. Alors vous pouvez avoir aussi l'eau chaude sanitaire. Si vous avez une chaudière gaz, par exemple, souvent elle est produite dans la chaudière ou chaudière fuel. Et là, ça va être un espèce de mix où il y aura donc un tampon, souvent, donc, comme dit, d'une vingtaine de litres, qui est chauffé en permanence, maintenu à température plutôt, en permanence, c'est plutôt comme ça qu'il faut dire, donc qui est un réservoir très très isolé, donc il y a assez peu de déperdition, donc la température est quand même assez stable dedans, il y a besoin d'assez peu chauffer. Et puis, quand il y a vraiment une grosse demande et que cette partie-là, elle est appelée, et bah, du coup, il y a du chauffage instantané qui est fait pour que. Voilà. C'est pour ça que quand vous prenez vos douches, parfois, vous attendez, vous avez du froid, vous avez du chaud, et puis vous avez une petite période un peu molle où, du coup, la température, elle redescend avant de remonter. Bah, c'est ça, en fait. C'est parce que vous avez vidé, en gros, le stock tampon et que l'eau qui arrive derrière, elle n'est pas encore complètement suffisamment chaude. En termes de le temps que le process de chauffage se mette en œuvre. Bon, on est en train d'y digresser. Euh, donc en tout cas, en termes de DPE, si vous avez un chauffe-eau à accumulation, je vous incite à le changer.
parce que un chauffe-eau instantané, c'est pas très cher. Un chauffe-eau, alors ça va varier entre 250 et 500 euros, quoi, on va dire. Ça dépend du volume. Mais donc, on n'est pas sur quelque chose de fou, hein. En plus, on peut avoir, on va gagner de la place, parce que souvent, les chauffe-eau à accumulation, c'est des espèces de gros cylindres qui prennent beaucoup de place. Les chauffe-eau instantanés, maintenant, il en existe des extra plats. Donc vous êtes en gros sur l'encombrement d'une chaudière gaz d'intérieur. Donc c'est beaucoup plus petit. Vous gagnez du volume à l'intérieur de votre logement. Et puis, donc on n'est pas sur les coûts qui sont considérables. L'installation coûte à peu près aussi cher que l'équipement, hein, par contre. Voilà, 250-300 euros pour l'installer. C'est facile à installer, il y a une arrivée d'eau, il y a un élément qui va éviter que, bah voilà, enfin, il y a des blocs de sécurité, il y a différentes choses, mais globalement, c'est quand même assez simple. Et puis, il y a une arrivée électrique, et puis c'est à peu près tout, quoi. Donc, c'est installé en 1 heure ou deux. Donc, tout le monde sait faire ça en termes d'installateur sanitaire. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, si vous passez de l'accumulation à l'instantané, vous allez avoir un impact. Alors, je ne dis pas que vous allez gagner une lettre pour ça. Par contre, moi, j'ai observé dans certains cas, donc en fonction de l'entièreté du logement et de sa spécificité, j'ai observé une demi-lettre juste pour ça. Et une demi-lettre, bah voilà. Si vous êtes F et que vous avez une demi-lettre que vous gagnez grâce à ça, vous êtes peut-être tout proche de passer E ou vous passez E. Ça peut changer quand même beaucoup de choses dans à la fois votre capacité à louer le logement et dans la valeur de votre logement aussi si vous le revendez. Et puis, si vous rajoutez des petits bouts comme ça, c'est ce que je vous conseille en fait. Plutôt que de vous lancer dans des considérations de rénovation globale, ce qui est le but, hein, normalement, ce que veut le DPE, c'est que vous fassiez une rénovation globale du logement. Et effectivement, c'est ce qui est le plus efficace. Parce que faire des petits bouts par-ci par-là, c'est pas forcément efficace. Maintenant, si votre objectif c'est de louer ou de revendre, ben, n'investissez pas. Encore une fois, hein, moi j'ai investi des centaines et des centaines de milliers d'euros en rénovation énergétique, hein, donc je parle, je sais de quoi je parle, hein, et dans mon groupe d'investisseurs, c'est des millions d'euros qu'on a mis. Donc il y a plein de choses qu'avec le recul on ne referait plus. Et avec l'expérience, on se dit que finalement faire des ajustements chirurgicaux sur les points clés, rajouter un volet là où ça manque. Il reste dans tout le logement, il reste, je sais pas, une fenêtre simple vitrage. Hop, on la change ou deux. On va avoir un mur non isolé qui donne sur une cage d'escalier. Hop, on va l'isoler, celui-là, mais juste celui-là. Et en fait, en travaillant sur des petites choses comme ça, on arrive à augmenter la lettre, sachant que fondamentalement, avec tout ce qu'on vient de se dire, et je l'ai dit au point de départ hein, de cette vidéo, hein, le confort ne va pas changer du jour au lendemain. À part le sujet des fenêtres, où vous pouvez vraiment ressentir une différence de confort, sur tout le reste, voilà. Vous allez peut-être avoir effectivement votre niveau de chauffage qui va varier, mais c'est pareil, le niveau de chauffe d'un logement, il va être tellement dépendant des habitudes de vie des gens qui sont dedans. D'ailleurs, c'est intéressant de se rappeler qu'avant 2021, les DPE étaient calculés sur les factures réelles de chauffe. Et ça, c'est intéressant parce que vous aviez plein de logements, par exemple des très grandes maisons qui étaient occupées que sur un étage. Et donc, il y avait un étage qui était chauffé, mais pas le reste. Et donc, ils se retrouvaient avec une facture de chauffe qui n'était pas considérable parce que elle était limitée dans un certain nombre de mètres carrés, mais pas dans l'entièreté. Maintenant, avec le nouveau DPE, c'est complètement différent. On prend l'entièreté du logement, même si personne ne l'occupe et même s'il n'est pas chauffé. Si chez vous, ça vous va bien, comme j'ai eu un locataire, d'avoir entre 13 et 15 degrés chez vous, parce que vous trouvez ça normal de vivre en pull avec 25 watts sur votre lit, eh ben, libre à vous, hein. Et donc votre consommation énergétique, elle sera super faible. À côté de ça, si vous êtes habitué à des températures plus élevées parce que vous venez d'un pays chaud et que vous vous retrouvez dans une zone froide et que chez vous, bah, si vous n'avez pas au moins 23 degrés tout le temps, bah, vous ne vous sentez pas bien, vous allez consommer beaucoup plus. Donc c'est pour ça que c'est un peu une illusion tout ça. Et donc quand on réfléchit à la rénovation énergétique d'un bâtiment, il vaut mieux tout faire pour être cohérent et pas avoir des zones extrêmement bien faites et des zones mal faites. Par contre, si vous êtes dans une logique d'y aller step by step déjà pour commencer, parce que tout le monde n'a peut-être pas non plus 50, 100 ou 150 000 euros à mettre dans la rénovation de son logement, hein, on va pas se mentir, bah à ce moment-là, il vaut mieux essayer de cibler là où ça a le plus de création de valeur au point de départ. Et sur l'eau chaude sanitaire, c'est quelque chose d'intéressant parce que si vous changez finalement un chauffe-eau, ça va vous coûter allez, 600 euros, mais potentiellement vous arrivez peut-être à basculer d'une lettre à l'autre pour une dépense qui a été réglée en une demi-journée, hein. Donc voilà, versus une isolation par l'intérieur qui vous oblige à revoir tout votre réseau électrique, à déplacer votre salle de bain et tout. On est sur un niveau d'effort qui a rien à voir. Et moi, ce que j'essaie de vous passer,
par toutes ces histoires que je raconte, hein, qui sont le fruit de mon expérience, c'est justement tous ces cas où finalement, il vaut mieux essayer d'aller chercher l'impact le plus efficace rapidement, et puis de réfléchir ces briques-là, même si on se dit, moi, je veux rénover l'intéreté de mon logement à un moment donné, ben, donc par quoi je commence, en définitive, hein. Comment est-ce que j'organise mes travaux? C'est tout le sujet, hein, d'ailleurs, des PE Wizard. Vous verrez si vous allez faire une analyse des PE, il va vous poser la question, aujourd'hui, est-ce que c'est une résidence principale? Est-ce que c'est une résidence secondaire? Est-ce que c'est de la location? Ou est-ce que c'est un objectif de revente? Parce qu'en fonction de ça, vous n'allez pas faire les mêmes travaux dans le même ordre. Vous allez prioriser des choses, parce que si c'est pour une revente, vous n'allez pas tout payer. Parce qu'en plus, vous allez faire toute l'isolation et tout refaire, et peut-être que ceux qui vont racheter votre bien derrière, ils vont tout recasser à l'intérieur parce que ça ne leur convient pas. Pas d'un point de vue énergétique, mais d'un point de vue organisation de la pièce, décoration, que sais-je. Voilà, donc c'est parce que vous avez isolé comme un fou un mur extérieur, et les prochains qui vont racheter votre logement, ils vont casser ce mur pour ajouter une véranda. Bon, vous avez dépensé de l'argent pour rien. Donc l'idée, c'est d'être un peu vigilant. Par contre, donc le chauffe-eau, je vous incite à le faire. Et le deuxième point, donc technologie, entre accumulation, je vous conseille de le changer par un chauffe-eau instantané. S'il est inclus dans votre chaudière, bah, vous faites rien. Et l'autre point, c'est que il y a un impact assez important sur la question de la taille. Souvent, très souvent, extrêmement souvent, les chauffe-eau sont surdimensionnés. J'évoquais tout à l'heure le point. On va se dire, oui, il faut 45 litres par jour pour une personne, hein. Donc, voilà les préconisations de l'ADEME. Et vous dites, ok, bah moi j'ai 4 personnes dans le logement, donc j'ai besoin d'en gros 200 litres, quoi, hein. Je vais caricaturer un peu, entre 160 et 200, quoi. Donc du coup, je vais prendre un chauffe-eau à 200 litres. Sauf qu'en fait, il va vous chauffer 200 litres à 65 degrés. Et vous avez besoin de moins de 200 litres déjà à 40 degrés. Et donc, en définitive, dans la majorité des cas, si vous mettiez un chauffe-eau 100 litres pour votre lieu de vie de 4 personnes, ça suffit. Alors peut-être que c'est un peu limite, peut-être que ça vaut le coup de monter à 150 litres. Mais c'est des calculs à faire, parce que entre un chauffe-eau 200 litres et un chauffe-eau 100 litres, je me suis un peu amusé à calculer la différence à l'année en termes de consommation par rapport à un équipement standard, on va dire. Ben, vous allez économiser, là je regarde mes notes en même temps, vous allez économiser à peu près 2200 kWh par an. Ça veut dire à peu près 350 € d'électricité entre un 100 litres et un 200 litres. Alors, n'allez pas trop bas non plus dans la rationalisation, parce qu'il n'y a rien de pire que de se retrouver sous la douche et de ne pas avoir d'eau, hein, d'eau chaude, hein. On est d'accord. Par contre, il faut bien réfléchir à ça. Il faut réfléchir à sa propre consommation, et il faut se dire derrière qu'on chauffe de l'eau à une température qui est plus élevée. Si vous chauffez de l'eau à 55 degrés, vous allez consommer moins d'électricité au fil de l'année, et le coefficient entre l'eau chaude et l'eau du réseau que vous allez mélanger pour arriver à vos 35 degrés, moi je préfère 35. Les calculs en général sont faits à 40 degrés, mais en vrai, enfin, moi je prends pas une douche à 40 degrés, quoi. Si vous êtes sur 35, ben, vous allez, voilà, quand vous aurez chauffé moins l'eau, on sera sur un ratio qui soit un peu différent. Mon retour d'expérience, c'est que quand vous avez un lieu de vie pour 2 personnes, si vous mettez un chauffe-eau instantané en 80 litres ou 82 litres, hein, ce qui est un format un peu standard, en fait, dans les formats, il y a 65 litres. Pour une personne, c'est très bien, hein. Ensuite, il y a, alors même pour 2 personnes, ça peut suffire. Ensuite, il y a le 80-82 litres. Ça, pour 2 personnes, c'est très bien aussi. C'est-à-dire que vous pouvez vivre normalement, prendre des douches les uns après les autres, avec un volume d'eau consommé normal, quoi. L'idée, c'est pas de rester 4 heures sous la douche non plus, mais voilà. Et puis ça, c'est un sujet plus de consommation d'eau, d'ailleurs. Et après, bah, vous pouvez monter, mais c'est vrai que même pour une maison, 150 litres, c'est bien. Après, sur des très gros, je discutais avec un ami hier qui vient d'installer 4 chauffe-eau de 500 litres. Parce qu'en fait, il y a 20 logements, et puis donc du coup, il a considéré voilà, au moins 40 personnes qui vont prendre des douches. Bon, tout ça, il faut rationaliser, mais il faut faire attention, parce que le nombre de personnes qui habitent le foyer, c'est une question qui va vous être posée par le diagnostiqueur. Et donc lui, il va le saisir dans son logiciel, et le logiciel va calculer la taille optimale de production d'eau chaude sanitaire, donc dit autrement, quel est le volume d'eau du dispositif. Et donc s'il voit qu'il y a une personne ou deux dans le logement et que vous avez un 200 litres, vous allez vous faire sanctionner très fort sur le DPE. Parce qu'ils vont considérer que c'est un gâchis énergétique.
Je pense que vous avez compris le principe qui se cache derrière. Donc, essayez de calibrer ça. Donc, si vous êtes deux, je vous conseille de mettre un 80 litres instantané. Encore une fois, hein, ça va vous coûter aux alentours de 250-300 euros si vous prenez un extra plat, un joli. Avec l'installation, vous serez à 500-600 euros. Par contre, là, vous pouvez gagner quelque chose d'assez important. Et puis, vous allez gagner en facture énergétique. Donc, ça, c'est l'autre point. Parce que, ok, d'accord, premier point sur le DPE, c'est bien. Mais derrière, encore une fois, un chauffe-eau surdimensionné, ça peut être 300 euros par an de dépenses énergétiques inutiles. Surtout si vous êtes en accumulation, alors là, c'est encore pire. Donc, soyez vigilants à ce point-là. N'hésitez pas à changer cet équipement-là. On en trouve plein. Il faut aller dans les magasins de bricolage et tout. Il faut prendre quelque chose un peu de qualité, avec quelque chose qui ne s'encrasse pas trop à l'intérieur. Il y a des dispositifs qui permettent de protéger la résistance contre le calcaire, ce genre de choses-là. Après, vous pouvez. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques dans cette vidéo, mais faites attention à ce point. Et vérifiez bien les saisies, là aussi, un peu comme la ventilation, vérifiez bien les saisies de personnes qui font des DPE. Et j'ai envie de vous dire, si jamais vous avez que, je sais pas, si vous êtes, par exemple, vous êtes un couple et vos enfants sont partis de la maison, ils habitent plus là. Vous avez encore le chauffe-eau version 4 personnes ou 5 personnes. Quand le diagnostiqueur passe, dites-lui que vous êtes 5. Dites-lui que vous êtes 4. Ou si vous êtes séparés et que vous avez un chauffe-eau pour 2 personnes, dites-lui que vous êtes 2, quoi. Régulièrement dans le logement. Comme ça, lui, il va compléter le nombre de personnes qui seront en cohérence avec le volume à chauffer. Et du coup, vous n'aurez pas... Parce que sinon, vous allez vous prendre un malus. Bon, voilà, c'est un petit tricks. Mais faites-le. Faites-le. Et pareil, si vous utilisez DPE Wizard, il vous posera la question. Parce que ça, c'est un point important, parce que, encore une fois, on peut gagner en dépensant très peu. Et mon objectif, c'est ça, c'est de vous inciter à faire attention à ces points-là. Moi, j'ai vraiment, notamment sur de l'isolation, je vous ai expliqué les sujets sur les combles, j'ai isolé, mais un peu pour rien, des combles perdus en faisant des rampants parce que je pensais que c'était mieux. Et en fait, je me suis fait sanctionner derrière. Il faut être vigilant là-dessus. Et mon objectif, c'est de vous empêcher, en tout cas de vous conseiller de ne pas faire des dépenses inutiles, et donc de vous aiguiller sur ce qu'il faut faire en fonction de ce qui est plus pertinent en termes d'efficacité, même si à terme, c'est toujours bien de réfléchir à une rénovation globale de son logement. Mais j'ai eu pas mal de remarques récemment là-dessus. Bien sûr, là, on ne parle qu'aux propriétaires. Et c'est sûr que c'est plus facile quand vous possédez l'entièreté du logement. Quand vous êtes dans un appartement, vous êtes forcément plus limité. Quand vous êtes dans un appartement, vous allez pas, c'est pas vous qui déciderez s'il y a une isolation par l'extérieur qui est faite. Par contre, vous pouvez mettre un extracteur d'air qui manque. Par contre, vous pouvez mettre une isolation par l'intérieur sur le mur qui donne vers l'extérieur. Voilà. Vous pouvez changer votre fenêtre avec les accords de la copropriété, mais vous pouvez faire des choses. Et allez-y de manière chirurgicale, typiquement sur des sujets là, comme l'eau chaude sanitaire. Commencez par ça. Vous pouvez aussi demander des DPE projetés. Donc vous pouvez demander à votre diagnostiqueur, dire ok, si je changeais ça, qu'est-ce que ça ferait? Alors il ne pourra pas vous donner le résultat en live pendant la chose, parce qu'il est obligé de compléter l'intégralité du DPE, l'envoyer à l'ADEME, et seulement là il reçoit la lettre. Sachez-le aussi, j'ai essayé. Dire, ah oui, mais si on met ci, si on met ça, si je fais tels travaux, qu'est-ce que je gagne et tout. En fait, il ne peut pas vous répondre tout de suite. Par contre, il peut faire des DPE projetés. Quand il est retourné au bureau, il peut vous dire, voilà, vous pouvez vous rappeler. Moi, j'ai toujours eu des contacts assez sympathiques. Ils sont là pour vous aider, en fait, concrètement. Et ils sont pleinement conscients des limites de leur logiciel, tant d'un point de vue de ce qu'ils sont en capacité de paramétrer, le niveau de finesse, que de l'inadaptation des préconisations un peu automatiques en mode copier-coller qui sont faites systématiquement derrière. Typiquement le chauffe-eau thermodynamique. Moi, j'ai essayé dans plusieurs de mes logements d'imaginer un chauffe-eau thermodynamique, et j'avais des impossibilités techniques graves. C'est-à-dire, je n'avais pas la possibilité de mettre le bloc extérieur. J'avais une longueur de tuyau par rapport à l'endroit où je pouvais mettre le dispositif qui était trop longue par rapport à ce qu'il est raisonnable de faire. J'avais des problèmes de bruit, des problèmes de vibration. J'avais des problèmes d'emplacement disponible. J'avais des problèmes de condensation. Il y a eu plusieurs fois où j'ai vraiment tenté d'en mettre parce que ça aurait pu avoir du sens, et où j'étais dans l'incapacité de le faire d'un point de vue technique. En fait, la recommandation du sanitaire qui était venu faire le devis, il dit, mais c'est juste, chez vous, ça ne va pas le faire, quoi. Voilà. Donc sachez-le, donc prenez du recul, toujours par rapport à ces préconisations. Par contre, remplacez votre chauffe-eau rond, la accumulation de 200 litres, par un instantané 120 litres, ça par contre, c'est vraiment du bonus.